Le meurtrier du petit Mathias s'est passé aux aveux. Son ex-compagne est poursuivie pour non-dénonciation. Ils sont arrivés en fin de journée au palais de justice de Nevers pour être présentés devant le juge d'instruction qui les mettra en examen. L'homme est présenté comme un marginal qui habitait le petit village de Moulins-en-Gilbert. Depuis ce matin, les volailles sont à nouveau à l'air libre en France, à l'exception de la Dombes. C'est la fin des mesures de confinement liées au risque de la grippe aviaire. Nicolas Sarkozy a décidé de rester au gouvernement. Il ne veut pas ajouter une crise à la crise. Il a fait part de sa décision devant les cadres de l'UMP. Pas question de quitter le navire dans la tempête de Clearstream pour l'instant. Le port de la ceinture de sécurité dans les autocars et les minibus, obligatoire dans l'Union européenne. Une disposition qui s'appliquera progressivement et qui pourrait épargner de nombreuses vies humaines. Bronzer sans soleil en cabine sous les UV artificiels, une mode qui s'installe et préoccupe les dermatologues, car ces machines qui donnent bonne mine ne sont pas sans danger à utiliser avec modération. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout juste une semaine après le meurtre de Mathias et au lendemain de ses obsèques, l'enquête a abouti. C'est le procureur de Nevers qui a annoncé cet après-midi que le principal suspect était passé aux aveux. Depuis hier matin, tout laissait à penser qu'un des hommes placés en garde à vue pouvait être impliqué dans l'affaire et c'est bien un habitant du village de Moulins-en-Gilbert, présenté comme un marginal qui devrait être écroué. Son ex-compagne, elle, sera poursuivie pour non-dénonciation. Le point sur place avec Anouk Burel et Zinden Berkous. Une semaine d'enquête, 230 auditions de témoins et enfin le soulagement aujourd'hui. Le meurtrier présumé du petit Mathias a été interpellé. Le procureur de la République est venu l'annoncer en fin d'après-midi. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a fourni le scénario détaillé de son passage à l'acte qui confirme les conclusions des enquêteurs. Comment explique-t-il son passage à l'acte ? Son passage à l'acte, il l'explique par une pulsion brutale. Le meurtrier présumé d'aujourd'hui, nous l'avions rencontré il y a 4 jours lors de notre enquête. Il vit dans un immeuble du centre de Moulins-en-Gilbert. Dans un local traînent ses affaires, récupérées ci ou là. C'est un marginal d'une 50aine d'années qui vit avec un chien. Bonjour, monsieur Bonnet. Bonjour, excusez-nous, on a une équipe de télévision. Il n'y a rien à dire. D'accord, ok. Et vous savez qui a été auditionné par les gendarmes dans le village? Je ne suis pas au courant de tout ça. Vous n'êtes pas au courant? Non. Et vous étiez à la fête de samedi? Non. On a plus d'une heure. Ah, vous n'étiez pas? Non, non. D'accord, et vous ne savez pas qui y était Non. ou quoi que ce soit? Rien. D'accord, ok. Vous n'avez pas eu d'informations Non, sur le non. petit Mathias? Non. L'homme aurait tout avoué en garde à vue. L'enlèvement, le viol et le meurtre de l'enfant. On ne pensait pas du tout que quelqu'un de Moulins aurait pu faire ça. Hein. Ça vous inspire quoi? Du dégoût. Voilà. On peut Pas dire du que cul. ça. On peut dire que ça. C'est honteux. Je connais pas beaucoup le village, mais bon, je m'imaginais pas ça du tout, quoi. Je trouve ça complètement immonde, quoi. Je trouve que c'est encore... peut-être encore plus dur. Parce que là, vraiment, dans ma tête, j'aurais pas pensé que c'était quelqu'un du village. Extérieur du village, mais pas dans le... Vous connaissez un peu la personne qui a été arrêtée? De vue, oui. Ce serait donc lui, l'homme au béret noir, décrit par les enfants le soir du drame. Le meurtrier présumé vient d'être déféré au parquet. Son ex-compagne devrait être mise en examen elle aussi pour non-dénonciation de crime. Et nous vous retrouvons à Anouk Burel en direct de Moulins-en-Gilbert. On imagine évidemment le soulagement dans le village où la suspicion s'était installée depuis le drame. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le soulagement, mais aussi la colère. Vous savez, Moulins-en-Gilbert, c'est un petit village de 1600 habitants et tout le monde connaissait au moins de vue le personnage, ce marginal qui habite au centre du village. Alors, les villageois sont atterrés. Nous avons rencontré les voisins qui sont très choqués de savoir que le meurtrier présumé habitait juste à côté. Et chacun a évidemment une pensée ce soir pour les parents du petit Mathias. Alors on l'a dit, le principal suspect est donc passé aux aveux. Quelle sera maintenant la procédure judiciaire et selon quel calendrier ? Alors l'homme a été déféré au parquet ce soir. Une information judiciaire devrait être ouverte pour le meurtre et le viol d'un mineur de moins de 15 ans. Pour non-dénonciation de crime aussi en ce qui concerne son ex-compagne, le procureur de la République a demandé à ce que le couple soit mis en détention provisoire dès ce soir.
Merci à Anouk Burel de ces précisions. Et ceci nous amène à l'affaire de la petite Madison. Son ravisseur est lui aussi passé aux aveux aujourd'hui. Il a reconnu avoir tué la fillette, victime, dit-il, d'une pulsion. L'homme avait tenté de se suicider à l'arrivée des gendarmes. Il sera mis en examen demain pour homicide volontaire. Zindine Boudaoud. Les aveux ont été obtenus par les enquêteurs dans cet hôpital marseillais. Julien Carillo, 24 ans, s'y trouve depuis lundi dernier après sa tentative de suicide, alors que les gendarmes venaient perquisitionner chez lui. Pour expliquer son geste, le jeune homme aurait expliqué avoir été victime d'une pulsion. Madison, une fillette de 5 ans, avait disparu du domicile de sa mère dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Son corps a été retrouvé chez le suspect. L'autopsie de la fillette a mis en évidence qu'elle n'avait pas subi de violences sexuelles et que son décès était dû à une asphyxie. La nouvelle du meurtre de Madison a provoqué un émoi considérable dans son village d'Aiguières dans les Bouches-du-Rhône. Le meurtrier présumé était une connaissance de la mère de Madison. La colère des anti-ours ne s'apaise pas et la décision du Conseil d'État cette semaine n'y a rien changé. Les manifestants ne sont pas prêts à baisser les bras. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte et Olivier Combes. C'est le même son de cloche dans toute la chaîne des Pyrénées et la colère gronde jusqu'en Espagne. Derrière les tracteurs, ils sont près de 5000. Des éleveurs, mais aussi des agriculteurs, des chasseurs ou de simples randonneurs, tous déterminés à maintenir la pression. On n'introduit pas de manière autoritaire un concept, finalement c'est un concept, sans demander l'avis aux intéressés et surtout à ceux qui vivent dans les vallées. L'objet de leur colère, l'ours brun venu de Slovénie. Il y a 3 semaines, 2 d'entre eux ont été lâchés dans les environs. On compterait actuellement une quinzaine de plantigrades dans ces montagnes. Pour les éleveurs, l'espèce n'est donc pas menacée, le pastoralisme, si. Nous, on l'a eu à 500 mètres des maisons sans arrêt. Mais on ne le gardera pas ce coup-ci, je vous promets, on ne le gardera pas. Il y a 4 solutions, comme les anciens, le feu, le poison ou les pièges, ou les armes. Mais on ne le gardera pas. Chaque année, 2 à 300 brebis et moutons sont tués par l'ours dans les Pyrénées, moins d'1% des troupeaux. C'est peu pour certains, mais pour les éleveurs, c'est une épine de plus. Ils se sentent méprisés par les autorités. Mais vous savez, aujourd'hui, les Pyrénéens, ils sont excédés. Si pour une dernière fois, malgré cette mobilisation, ils ne sont pas écoutés, je pense que le terrain va parler et que l'escalade commencera et qu'on ne pourra pas tenir le terrain. Certains maires de la région, favorables au retour de l'ours, demandent désormais une pause dans le plan de réintroduction. Mais la ministre de l'Environnement a été ferme. Les opérations se poursuivront dans les meilleurs délais. Un 3e ours devrait être lâché dans les jours à venir, en toute discrétion. Je vous le disais en titre depuis ce matin, les volailles françaises ont retrouvé le grand air. Les mesures de confinement instaurées depuis la mi-février n'ont plus lieu d'être, du moins pour l'instant. Seule la région de la Dombes continue à appliquer le dispositif face au risque de la grippe aviaire. Denis Sébastien, Thierry Monnier. Pour ce jeune éleveur installé dans la Bresse, c'est la journée du soulagement. Fini les taux de mortalité élevés, les bêtes agressives, les volailles sortent enfin du poulailler après plus de 2 mois et demi d'enfermement. Les poulets, là, ils étaient tous en train de s'entretuer. Puis bon, la volaille de Bresse est obligée de sortir, donc c'est vrai que ça nous fait un gros ouf. Déconfinement partout en France, sauf dans la Dombes, cette région d'étang qui a connu la plupart des cas de grippe aviaire cet hiver. Au plus fort de la crise, les Chanais avaient dû faire abattre tout leur élevage, indemne de grippe mais devenu invendable. Aujourd'hui, ils ont été indemnisés et ont relancé leur exploitation, mais ils sont toujours soumis à des mesures de précaution très sévères. C'est vrai que les mesures nous semblaient très strictes et draconiennes. Maintenant, c'est peut-être grâce à ça qu'il n'y a pas eu d'autres contaminations. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout, même si c'est pénible et pas toujours évident pour d'autres éleveurs dont les volailles ne sont pas habitués au confinement. Côté consommateur, la peur semble s'estomper. Dans ce supermarché de Lyon, par exemple, les ventes de volailles retrouvent peu à peu un niveau proche de la normale. Et ces dernières semaines incitent à l'optimisme. C'est descendu à peu près jusqu'à moins 25% sur certaines périodes et c'est reparti à partir des vacances de Pâques. Et aujourd'hui, nous enregistrons un pic de plus 5, plus 6% depuis 2 semaines environ. Démonstration de cuisine pour convaincre les derniers réticents. Nous sommes dans une ferme de la Dombes cet après-midi. Même si ici le confinement reste en vigueur, on a bon espoir de le voir à son tour levé. Le dernier cas de H5N1 sur un cygne dans la région remonte à presque 1 mois.
L'inquiétude des salariés d'une filiale du groupe EADS. Le site de maintenance d'avions de Mérignac va fermer et c'est près d'1 millier d'emplois qui sont menacés. Lundi prochain, les syndicats devraient décider de nouvelles formes d'action. Piggy Leroy. À l'aéroport de Mérignac, hier soir, les salariés de la Sogerma ont crié leur colère. Quelques heures auparavant, ils avaient appris la décision de leur direction d'abandonner leur activité, à savoir la maintenance des avions. 1000 salariés sont très inquiets. Aujourd'hui, les hangars sont vides et puis les gens partent petit à petit, mutés à droite à gauche et puis voilà quoi. Paradoxe, la Sogerma fait partie d'EADS, un groupe aux résultats financiers excellents, près de 3 milliards d'euros de bénéfices en 2005. EADS fabrique entre autres du matériel d'armement et des Airbus. En revanche, la filiale Sogerma perd beaucoup d'argent, 237 millions d'euros l'année dernière. L'entreprise n'a pas su garder ses contrats en maintenance d'avions militaires et n'a jamais pu se reconvertir efficacement dans le civil. EADS préfère donc se séparer de cette activité déficitaire. Ce matin, lors d'un conseil municipal extraordinaire, salariés et syndicats ont dénoncé cette politique. On ne peut pas laisser continuer toutes ces entreprises se casser la figure sous prétexte que le libéralisme n'a pas d'autre solution que de fermer des entreprises au profit de grands groupes. La ville de Mérignac, habituée à vivre au rythme de l'aéronautique, s'apprête à organiser une journée morte. Nicolas Sarkozy a tranché, il reste au gouvernement pour ne pas ajouter, dit-il, une crise à la crise. Depuis plusieurs jours, la question de sa stratégie, rester ou partir, était posée par ses partisans. Un départ dans la tempête de l'affaire Clearstream est donc exclu pour le moment. Michael Darmon, Emmanuel Morel. Il a pris sa décision mercredi. Il a consulté ses proches, puis a gardé le silence jusqu'à ce matin. Je n'ai nullement l'intention de créer les conditions d'une crise politique qui ne profiterait qu'à la gauche et qu'aux extrêmes. Je continuerai donc mon travail au gouvernement au service de la sécurité des Français. Persuadé d'être la cible d'un complot politique avec l'affaire Clearstream, Nicolas Sarkozy soupçonne Dominique de Villepin d'avoir voulu exploiter des faux documents contre lui. Alors il reste au gouvernement, mais maintient la pression. C'est une affaire personnelle. Je veux la vérité. Comment me suis-je retrouvé titulaire de 2 comptes dans une banque luxembourgeoise dont j'ignorais tout? Qui a voulu me salir? Le bras de fer au sommet du pouvoir continue. Dans les couloirs, les proches du chef du gouvernement admettent que la cohabitation entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy est difficile. Il est parfaitement évident que les temps ne sont pas faciles et que la tâche de gouvernement est plutôt plus difficile qu'elle ne le serait sans ces affaires. En même temps, ce n'est pas parce qu'il y a une secousse qu'on est obligé de s'arrêter. Au carrousel du Louvre, devant les cadres de l'UMP, Nicolas Sarkozy a poussé sa logique en faisant un pas supplémentaire vers sa candidature à l'élection présidentielle. Je ne veux être instrumentalisé par personne. Je ne veux être associé à personne. Je veux simplement être un jour celui qui aura l'honneur en votre nom d'incarner la rupture pour construire une nouvelle espérance pour la France. Voilà ce que je veux. Dans son discours du Louvre, Nicolas Sarkozy confirme son défi, se maintenir à l'extérieur de la Chiraki tout en restant ministre de l'Intérieur, avec une inconnue. Jusqu'à quand? Au Parti socialiste maintenant, Dominique Strauss-Kahn est en campagne. Il s'affiche comme le meilleur candidat pour affronter Nicolas Sarkozy, un adversaire difficile, dit-il. Et pour le battre, il faut avoir une certaine carrure. Arnaud Boutet, Daniel Lévy. Pour la photo, il respecte l'entrée en scène de tout bon candidat. Monsieur et madame arrivent côte à côte. Dominique Strauss-Kahn brigue l'investiture PS à la présidentielle, avec 2 mots pour fixer la feuille de route. Et la France est désespérée aujourd'hui, elle a des raisons de l'être, et il faut que la gauche soit capable de proposer des choses. Le DSK 2007 affine son programme, mais aujourd'hui, c'est l'affaire Clearstream, la crise politique qui ressoude la gauche. Premier tir, première cible, le ministre de l'Intérieur. Et Monsieur Sarkozy, puisque vous aimez la formule de Jean-Marie Le Pen, il faut vous l'appliquer. Un gouvernement, on l'aime ou on s'en va. C'est pourtant lui qu'il rêve d'affronter. Dominique Strauss-Kahn se pose comme l'unique recours face à Nicolas Sarkozy, un adversaire qu'il juge redoutable. Je partage peu de choses des convictions de Nicolas Sarkozy, car ça sera lui, n'en doutons pas. Mais je reconnais
que l'homme est puissant. C'est un combattant redoutable. Il est compétent, il sait débattre, il sait emmener avec lui. Nous ne pouvons pas croire que nous gagnerons simplement parce que n'importe quel socialiste sera candidat devant lui, ou n'importe quel homme, ou n'importe quelle femme de gauche. N'importe quelle femme, Ségolène Royal appréciera. Pour DSK, la politique se joue dans la cour des grands et lui veut relever le défi. Contre le projet de loi sur l'immigration de Nicolas Sarkozy, qui devrait être voté mardi prochain, nouvelle manifestation à Paris à l'appel de près de 500 associations et beaucoup de monde dans le cortège, entre 11 000 et 35 000 personnes qui ont défilé derrière un slogan « Non à l'immigration jetable ». Gilles Marinet, Samuel Humez. Les sans-papiers chinois de Paris sont venus manifester en famille. La plupart travaillent en France depuis des années. Dans les restaurants, les ateliers de leurs compatriotes, les enfants vont à l'école. Tu vas dans un collège. Ils savent là-bas que tu es sans-papier Je sais pas. Dans le cortège, justement, des enseignants, un collectif de soutien aux centaines de lycéens et de collégiens sans-papiers, donc expulsables. Prendre nos responsabilités, ça signifie éventuellement les prendre chez nous, les cacher, en tout cas refuser qu'ils se retrouvent en centre de rétention. C'est le cortège le plus important depuis le début des manifestations contre le projet de loi. Au premier rang, une partie de la gauche se prend à croire à la montée en puissance du mouvement. Il faut se mobiliser, comme pour le CPE, on a réussi à faire bouger une loi qui avait déjà été votée. Il faut réussir à faire bouger cette loi malgré qu'elle soit votée. Elle passe au Sénat encore, hein? Oui, les sénateurs vont se battre. Les sénateurs vont se battre. Et plutôt que de tortiller du cul, la gauche ferait mieux de plutôt nous trouver des solutions du type l'immigration concertée, régulée, négociée, de dire clairement que pour nous l'immigration n'est pas un problème. Parce que ça, quand on est de gauche, ça devrait être l'évidence. Particulièrement conspuée, l'impossibilité désormais pour les sans-papiers d'acquérir la nationalité, même au bout de 10 ans de présence en France. Nous on est là, nous ne sommes pas des bandits, nous voulons seulement travailler comme tout le monde, avoir des papiers comme tout le monde et faire vraiment vivre dignement. Le projet de loi devrait être voté en début de semaine prochaine. Les sans-papiers annoncent d'autres manifestations. Aux États-Unis, Zacharias Moussaoui a été incarcéré ce matin à la prison de très haute sécurité dans le Colorado. Le Français y purgera une peine de prison à vie sans possibilité de libération et sera maintenu à l'isolement dans ce centre surnommé Supermax pour sécurité maximale. Hier, il a fait appel, mais ses chances d'obtenir une révision sont quasi inexistantes. En Indonésie, alerte rouge, le volcan Merapi au cœur de Java est entré dans une activité croissante. Les dernières coulées de lave font craindre une éruption imminente. 34 000 personnes ont été évacuées, même contre leur gré, tant le danger est grand. Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs du monde. La plus violente éruption du Merapi remonte à 1930. Elle avait tué près de 1400 personnes à l'époque. Aux Philippines, c'est un typhon qui a balayé le nord-ouest du pays. Les 23 morts sont pour la plupart des passagers du bateau qui a chaviré, comme vous le voyez sur ces images. Les transports maritimes et aériens ont été interrompus. En France, l'interdiction de la vente des huîtres d'Arcachon par principe de précaution. Le préfet de Gironde a mis son veto au ramassage et à la vente de ces huîtres potentiellement contaminées par une algue toxique. Une décision qui désespère les ostréiculteurs. Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Arcachon, une carte postale entachée par l'absence d'huîtres du bassin sur les plateaux de fruits de mer. Interdite pour cause de dinophysis, l'Arcachonnaise a cédé la place à l'huître de Marraine ou même d'Espagne. C'est des huîtres, je ne connais pas la provenance, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas d'Arcachon. Sur la plage, il y avait bien les personnalités, mais la dégustation gratuite de 60 000 huîtres a dû être annulée. La centaine d'ostréiculteurs qui avaient stocké pour la circonstance a dû s'adapter en urgence. Voilà. Eh bien, on les met à boire, hein, pour ne pas les laisser, puis elles partiront au parc lundi. Nous irons les remettre sur le parc, et puis peut-être bien que ça reprendra, et on refera bien ces huîtres pour Arcachon. Les 370 producteurs du bassin d'Arcachon espèrent que cette interdiction de vente d'huîtres sera de courte durée. 5 semaines de crise l'an dernier avaient provoqué 2 millions d'euros de pertes. La répétition d'un tel scénario serait catastrophique pour cet ostréiculteur qui va bientôt ouvrir une cabane de dégustation. Nous avons investi beaucoup d'argent dans cette dégustation, entre l'achat et la rénovation. Si on reste fermé plus de 15 jours, pour nous ça va être très dur et pour d'autres collègues aussi je pensais. Au syndicat des ostréiculteurs, la colère monte. La fiabilité du test de la souris à l'origine de l'interdiction
est ici remise en cause. La seule compétence scientifique des gens qui s'occupent des toxines, c'est d'être capable de piquer des souris et de les regarder vivre ou mourir. Alors je pense qu'à une époque où on va sur la Lune, c'est un petit peu limité pour prendre toute une profession en otage. 2 tests confirmant l'absence de microalgues toxiques seraient nécessaires pour un retour à la normale. Bronzer sans soleil en cabine, sous les UV artificiels, une mode qui s'installe et qui préoccupe les dermatologues, car ces machines qui donnent bonne mine ne sont pas sans danger, à utiliser avec modération. Sophie Mézel, Bruno Vignet. 15 minutes en moyenne par séance pour un hall côté pile comme côté face. Avec l'arrivée des beaux jours, ce genre de lieu ne désemplit pas. Avoir l'air bronzé, puisque c'est bon pour le moral, pourquoi faudrait-il s'en priver ? C'est en tout cas ce que pensent les personnes qui fréquentent régulièrement les cabines d'UV, 2,5 millions de Français, dont 45% d'hommes. Nous, on a un métier qu'on est régulièrement, on rencontre des gens, des personnes, et on doit avoir une bonne image. On doit arriver en clientèle, être dynamique, avoir vraiment un bon teint, une bonne image, et c'est très important. Maintenant, les hommes, ils ont tendance à prendre soin d'eux. On suit un peu le rythme des femmes, si vous suivez bien. Mais surtout pour la clientèle, pour avoir bonne mine. La réglementation est aujourd'hui très stricte, plus stricte en France que dans les autres pays d'Europe. Les messages de mise en garde sont notamment affichés clairement à l'entrée de ces centres, interdiction aux mineurs, port de lunettes obligatoire, précautions à prendre avec les médicaments. En cabine, il n'y a pratiquement pas d'UVB, ces ultraviolets qui touchent la peau en surface et sont responsables des coups de soleil. Seuls interviennent les UVA. Mais ces derniers ont un rôle dans le vieillissement de la peau et des études le démontrent aujourd'hui, UVA comme UVB pourraient être à l'origine des cancers de la peau. Le bronzage naturel ou artificiel est nocif pour la peau et les cabines de bronzage provoquent des cancers cutanés, mais aussi un vieillissement prématuré, des rides et parfois même des brûlures ou des taches. Plus d'exposition du tout, ni sur les plages, ni en cabine. C'est aujourd'hui ce que préconisent certains professionnels. Ils espèrent aussi qu'un jour, les messages de prévention seront plus forts, aussi forts en tout cas que ceux que l'on a pu voir récemment aux États-Unis. La sécurité routière avec l'obligation partout en Europe du port de la ceinture dans les autocars et les minibus, une disposition qui pourrait sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. La France s'y est déjà mise. Benoît Bringer, Alexandra Renard. Que tout le monde a mis sa ceinture? Oui. Si c'est bon. Tout le monde a sa ceinture, mais on ne nous a pas demandé de la boucler par contre. Alors bouclez vos ceintures. Voilà, merci. La boucler visiblement dans cet autocar, ça ne pose de problème à personne. Ça sauve les vies en fait, grâce à ça, en fait, on gagne sa vie, ça je peux dire. Quand on est un petit peu costaud, c'est un peu embêtant, mais c'est vrai que le fait de l'attacher, ça peut quand même sauver, éviter d'être projeté, mais bon. Désormais, la ceinture est obligatoire dans tous les autocars de l'Union européenne. Une mesure que la France avait déjà anticipée. Dans notre pays, cette obligation existe depuis mai 2003. Mais ce geste n'est pas encore totalement rentré dans les mentalités. Sur les occasionnels et longues distances, ils respectent. On a plus de mal pour les petits parcours, en ville, tout ça. Les petits parcours, comme le ramassage scolaire. Si certains élèves ont pris le réflexe, d'autres se montrent encore réticents. Je pense pas que ce soit vraiment important, ça sert pas à grand chose en fait. Il n'y a pas vraiment d'accidents fréquemment, puis pour moi c'est pas vraiment dangereux quoi. C'est pas une ceinture au niveau du ventre qui va protéger vraiment. Cette simulation pourra peut-être le faire changer d'avis. Elle montre le chaos engendré dans un car dépourvu de ceinture de sécurité. Cette mesure ne concerne cependant que les autocars équipés. Les plus anciens, ceux qui n'ont pas de ceinture, ont toujours le droit de rouler. Le nouveau tramway de Mulhouse, ouvert au public depuis ce matin, avant l'inauguration très officielle la semaine prochaine par Jacques Chirac. 2 lignes sont déjà en fonctionnement et c'est la fête dans la ville. Christophe Nédart, Nicolas Frener. QG central à toutes les stations, ouverture des portes au public. Merci et bienvenue. Les Mulhousiens l'attendaient avec impatience. Après 3 ans de travaux, le tramway est enfin mis en service. 2 lignes qui traversent plusieurs quartiers de la ville et son agglomération. Premières impressions. Silencieux, agréable, super. Mieux que le métro à Paris. Le tram rend la ville à ceux qui y vivent. Et on met les voitures à la périphérie. Et ça c'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose, oui. Le tram doit redynamiser un centre-ville délaissé par les habitants. Les commerçants l'ont bien compris. En s'installant ici, Christian Solin a tout misé sur ce nouveau moyen de transport.
Ça va un peu décongestionner le centre-ville, ça va permettre aux piétons de circuler plus librement et donc une clientèle plus importante pour moi. Dans une ambiance festive, Mulhouse reprend des couleurs. Exemple, ces arches colorées qui sont l'œuvre de l'artiste Daniel Buren. Le tramway donne un coup de jeune à la ville. Il permet de redessiner les avenues de façade à façade. C'est bien sûr un élément de modernité, c'est un élément également de mobilité. En 2010, le réseau sera étendu jusqu'au pied des Vosges, à 20 km de Mulhouse. On parlera alors de tram-train, car il est capable de rouler sur des rails SNCF. Une première en France. La forêt landaise est sous surveillance contre les risques d'incendie cette année. Eh bien, ce sont des avions qui vont patrouiller, un système qui remplace pour l'instant celui des guetteurs, après la mort de l'un d'entre eux sans doute foudroyé. Francis Mazelier, Philippe Dumail. Deux Cessna comme celui-ci, sentinelle de 600 000 hectares de forêt landaise. Dans le sud-ouest, les feux de printemps sont redoutés car la végétation est déjà très sèche. Ces feux de rue 01, c'est pour vous signaler une fumée suspecte. Nord, 44 degrés. Deux incendies signalés. Le plus important fait 40 hectares au centre d'essai de tir de l'armée de l'air à Capsieux. Cette année, la surveillance aérienne a remplacé le traditionnel réseau de guetteurs. C'est deux visions différentes. Le guetteur, lui, regardait l'horizon, il apercevait une fumée au loin, alors que nous, quand on aperçoit la fumée, on peut y aller dessus. On peut savoir la superficie qui brûle, on peut connaître la direction du feu et on peut connaître les voies d'accès. Dans les Landes, les guetteurs ne montent plus en haut de ces tours de 40 mètres, question de sécurité. En juillet 2004, l'un d'eux est mort, probablement foudroyé, lors d'un violent orage. Une enquête est toujours en cours. Par précaution, cette technique de surveillance utilisée depuis 50 ans a été supprimée. Quand on est responsable donc de ses employés, on se doit donc de les protéger. Ça a été une grosse remise en question et il a fallu donc changer toutes les procédures opérationnelles et on part un petit peu dans l'inconnu en essayant de s'adapter au fur et à mesure. L'avenir, c'est la vidéosurveillance, des caméras placées sur les 19 tours de guet du département représentées sur cette carte. Un tel projet d'1 million d'euros est une première en France. Objectif, améliorer encore le système d'alerte. Techniquement, à la caméra ou à l'appareil photo, suivant le cas, ce qui sera choisi, sera associé un logiciel, une intelligence, qui permettra de détecter dans l'environnement, dans l'horizon sur 360 degrés, tout départ de fumée. Big Brother, à l'échelle d'un massif forestier, devrait être opérationnel au printemps 2007. Un mot de football avec Lorient qui passe en Ligue 1 après avoir battu hier soir Reims 3-1 lors de la dernière journée de la saison de Ligue 2. Grâce à cette victoire, les Bretons rejoignent Valenciennes et Sedan en Ligue 1. L'excellence française ou le mariage réussi de la haute couture et de ses artisans, véritables artistes comme le brodeur Le Sage ou le parurier Le Marié, peu connu du grand public. Pourtant, ils font tous deux partie du patrimoine de la mode. Visite privée de ces discrets artisans qui ont été rachetés par la maison Chanel pour sauvegarder leur savoir-faire. Estelle Collin, Bruno Giraudot. Pigeons, coqs, marabouts, vautours, autruches ou oiseaux de paradis, des tonnes de plumes religieusement conservées, répertoriées, empilées dans des sacs de papier. Des stocks qui valent de l'or. Au début du siècle dernier, Paris comptait encore 300 plumassiers. La maison Le Marié fait aujourd'hui figure de rescapé. Ici, on façonne aussi le fameux camélia de Gabriel Chanel. Il en sort 40 000 chaque année. Geneviève avait 20 ans lorsqu'elle est arrivée et elle en connaît les moindres secrets. Là, on passe des boas à la vapeur pour les rafraîchir, leur donner du volume et les faire gonfler. À quelques pas de là, le roi de la broderie. François Le Sage dit qu'il est né sur un tas de perles. Ici sont archivés 70 000 échantillons enfermés dans de minuscules tiroirs. Seuls 1% d'entre eux sont ce que l'on appelle des élus. Élus par ses clients d'exception, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, des têtes couronnées et même le pape. Un artisanat qui ne supporte pas la médiocrité. Quand vous faites la chose unique, vous êtes libre. Hein, vous êtes comme un oiseau, vous allez de fleur en fleur. Bon. Mais quand vous devez répéter votre action, c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Et comme il faut que la robe vendue à New York soit la même que celle vendue à Tokyo, c'est parfois insoluble.
Chacun de ces petits morceaux de bravoure perpétue un savoir-faire unique au monde. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Chanel a d'ailleurs créé la collection Paris-New York pour rendre hommage à ses fournisseurs de l'impossible. C'est une vedette confirmée en Russie. Didier Marouani revient régulièrement se produire sur scène à Moscou et à Saint-Pétersbourg, auréolé du succès des années 80 de son groupe Space. Il était en concert ces jours-ci dans la capitale russe, Anne Ponsinet. Si vous avez plus de 30 ans, ces quelques notes vous disent forcément quelque chose. Un petit goût des années 70-80, quand Didier Marouani et son groupe Space envahissaient le monde de sa musique électronique. Le monde a un peu oublié, mais en Russie, Space vient encore de remplir plusieurs salles. Il faut dire qu'il y a laissé des souvenirs. Un concert mémorable en 83, derrière le rideau de fer. Space apportait là une musique neuve, venue de l'Ouest. Le public voulait même se lever pour danser, ce qui n'était pas du goût des policiers. Les autorités soviétiques voulaient donner au public du moderne, mais pas trop subversif. Je pense que c'était de la musique orchestrale, il n'y avait pas de mots subversifs. La musique était très connue ici parce qu'elle passait, elle se vendait au marché noir et il y avait un engouement. Et en souvenir de ce souffle d'air frais, le public est resté fidèle à Space. À l'époque, c'était vraiment un événement. On n'avait encore jamais vu ça. Nous, on avait eu du mal à trouver des billets. Les temps ont changé, même si cette fois encore Didier Marouani s'énerve contre les agents de sécurité de la salle du Kremlin qui empêchent le public de bouger. Depuis longtemps, les Russes ont accès à toutes les musiques. Et même ici, celle de Space a désormais moins le goût de la liberté que celui de la nostalgie. Théâtre avec le retour sur les planches de Romane Boringer dans un monologue au titre étrange, Face de cuillère. Sophie Jouve, Frédéric Bon. Au pays d'Amélie Poulain, dans le quartier de Montmartre, Romane Boringer a pris ses habitudes et trouvé la parade pour diluer la bronchite et le trac qui lui donne presque cette face de cuillère. La pièce en forme de défi qu'elle affronte, seule en scène. Donc c'est une peur supplémentaire et donc une marche supplémentaire. Ouais, je grandis fortement quoi, avec le théâtre. Il me façonne de plus en plus solidement, quoi. Maman dit à papa que c'est peut-être à cause de lui si je suis de travers. Vu que le jour où papa est revenu de quand il était chez sa pouffe, j'étais tombée de la chaise. Face de cuillère, c'est cette petite Anglaise qui nous raconte drôlement et avec poésie cette maladie qui la ronge et qui l'empêchera peut-être de connaître l'âge adulte. Et quand je suis née, Dieu est venu et m'a touché sur la tête. Il est descendu et a touché ma tête molle et il a fait de moi. Et la grande copine qui l'aide à partir dans ses rêves d'ailleurs, c'est la Calas, cette femme qui sait si bien chanter la mort. Les enfants sont souvent ultra lucides parce qu'ils sont débarrassés du poids de la conscience, du poids de la compassion. Avec cette ultra lucidité, Face de cuillère arrive à dire des choses frontalement aux gens qu'on ne saurait pas comment dire autrement. Et si je pouvais grandir un jour, je serais l'un de ces chanteurs très tristes. Et je ferais la mort et tout le monde applaudirait, les félicitations. Et dans tout ce chant, si les gens entendraient, ils prendraient un morceau de la beauté. Romane Boringer, généreuse d'elle-même, n'esquive aucune aventure. On sort de cette leçon de vie avec une belle émotion dans la gorge. Léo Ferré aux accents flamenco, Sappho lui rend hommage et revisite le répertoire du poète disparu Olivier Lenuzza, Mathieu Virden. L'humanité de Léo Ferré. C'est très bien. Avec le temps, va tout. Chanté en français puis en arabe. La double identité de Sappho. La parole, c'est une façon de trouver une issue à la violence. Et je pense que tous les êtres de parole sont des êtres profondément humanistes. Et c'est ce qu'on peut tirer de quelqu'un comme ça. Elle vit à Paris depuis des années mais n'a pas oublié son enfance passée au Maroc. Son adolescence où un jour dans un grenier, une amie lui fit découvrir Léo Ferré.
On est allé bras dessus, dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on veut se payer quand on est sous. Depuis, Léo Ferré n'a jamais quitté Sappho. Aujourd'hui, l'artiste rend hommage au poète qui a su chanter les poètes, un pari et une certaine appréhension. On est terrifié, mais si l'enthousiasme est plus fort que la terreur, alors il peut y avoir quelque chose qui se passe de gracieux. Et de toute façon, sans risque, il n'y a pas d'art. Il faut prendre un risque, il faut être fragile. Un petit théâtre niché dans une ruelle en plein cœur de Paris. Pour interpréter Ferré, quoi de plus normal que de se produire ici, à la Maison de la Poésie. Accompagné uniquement d'une guitare flamenca et d'un percussionniste, Sappho joue sur le registre de la sobriété. Et part de couleurs chaudes, l'âme de Léo Ferré. Son mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Hey. Avant de refermer ce journal, voici la nouvelle maquette du journal du dimanche, un coup de jeune, un format plus adapté pour le JDD. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Excellente fin de soirée sur France 2.